Mon frère a volé mon fonds d'études de 50 000 $ pour sa maison, alors j'ai dormi dans ma voiture à 18 ans. Devenu millionnaire, je les ai affrontés à nouveau et j'ai renversé la situation. Je m'appelle Elena Brox et la nuit de mes 18 ans, mon frère aîné a volé l'intégralité du fonds d'études de 50 000 $ que notre père m'avait laissé. Il ne l'a pas pris pour payer une opération chirurgicale, échapper à une dette dangereuse ou sauver la vie de quelqu'un. Il l'a utilisé comme acompte pour une maison pour sa femme. J'ai appris la vérité en rentrant de mon service dans une supérette et en l'entendant faire la fête dans notre cuisine. Le transfert a été validé ce matin, a-t-il dit. Madison peut enfin avoir la maison qu'elle mérite. Ma mère lui a dit de baisser la voix, mais j'avais déjà franchi la porte. Quel transfert, ai-je demandé. Personne n'a répondu. Mon frère a lentement posé son téléphone à l'envers sur la table. Ma mère a finalement admis qu'elle avait autorisé le retrait parce qu'elle était toujours inscrite comme tutrice sur le compte. Elle a prétendu que je pouvais aller dans un collège communautaire, travailler à temps plein et me débrouiller. Alors que mon frère avait besoin de l'argent immédiatement pour obtenir une maison de 4 chambres dans un meilleur quartier, je l'ai regardé et je lui ai demandé s'il avait vraiment pris l'argent que papa avait économisé pour mon éducation. Il a haussé les épaules. Tu as 18 ans. Tu survivras. Puis il a dit quelque chose qui a changé ma façon de voir toute ma famille. Il m'a dit que le confort de sa femme comptait plus que mes projets irréalistes d'étudier l'ingénierie. Moins d'une heure plus tard, ma valise était dans l'allée. On m'avait pris la clé de la maison, et ma mère m'a averti de ne pas revenir avant d'être prête à m'excuser. J'ai passé le jour de mes 18 ans au volant de ma berline de 12 ans avec 43 $ sur mon compte. Mais des années plus tard, quand mon frère est venu me supplier de sauver cette même maison, il n'avait aucune idée que je savais déjà ce qu'il avait fait pour l'obtenir. Avant que je vous dise ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je veux voir jusqu'où voyage l'histoire d'Elena. J'avais grandi à Columbus, dans l'Ohio, dans une étroite maison en briques où chaque décision semblait tourner autour de mon frère Ryan. Il avait 6 ans de plus, était charmant quand il voulait quelque chose, et impuissant chaque fois qu'une responsabilité se présentait. Notre père, Thomas Brox, avait compris le schéma bien avant moi. Il travaillait comme superviseur de maintenance dans une usine de fabrication et croyait que l'éducation était le seul héritage qu'il pouvait me garantir. Avant de mourir d'une maladie cardiaque soudaine, il a placé 50 000 $ de son assurance vie dans un compte de garde pour mes études. Il a fait promettre à ma mère que l'argent ne serait utilisé que pour les frais de scolarité, les manuels, le logement ou une formation liée à mon avenir. À 15 ans, je me suis assise à côté de son lit d'hôpital pendant qu'il me serrait la main et disait « Construis une vie que personne ne pourra t'enlever ». Je croyais que le compte était protégé. Je ne savais pas que ma mère Diane y avait encore légalement accès jusqu'au jour de mes 18 ans. 3 semaines avant cette date limite, Ryan et sa femme Madison ont trouvé une maison récemment rénovée qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir. Leur demande de prêt hypothécaire nécessitait un acompte plus important parce que Ryan avait changé de travail 2 fois et avait d'importantes dettes de carte de crédit. Au lieu d'accepter qu'il n'était pas prêt financièrement, Ryan a convaincu notre mère que mon éducation pouvait attendre. Au moment où j'ai découvert le transfert, l'argent était déjà passé par le compte de ma mère pour aller vers une société de dépôt séquestre. Quand je les ai confrontés, Madison n'avait pas l'air honteuse. Elle a posé une main sur son ventre et a dit qu'il prévoyait de fonder une famille. Un enfant a besoin de stabilité, m'a-t-elle dit. J'ai demandé ce dont une fille de 18 ans jetée à la rue avait besoin. Ryan a ri et a dit que je faisais un drame. Ma mère a insisté sur le fait que je n'étais pas sans abri parce que j'avais une voiture. Cette phrase m'a poursuivi pendant des années. J'ai emballé 2 paires de jeans, 4 chemises, mon ordinateur portable, la montre de mon père et le dossier contenant ma lettre d'acceptation à l'université. J'avais obtenu mon admission au programme d'ingénierie de l'Université d'État de l'Ohio, mais l'acompte pour les frais de scolarité devait être payé dans les 10 jours. Sans le fonds, je ne pouvais pas le payer. Ma mère se tenait sur le pas de la porte pendant que je chargeais mes affaires. Elle ne m'a pas prise dans ses bras ni demandé où j'allais dormir. Elle a simplement dit, quand tu te calmeras, tu comprendras pourquoi c'était nécessaire. J'ai regardé au-delà d'elle vers Ryan, qui faisait défiler des photographies de sa nouvelle cuisine, et j'ai réalisé qu'aucun d'eux ne croyait que je partirais vraiment. Ils s'attendaient à ce que je m'excuse, que je retourne dans ma chambre d'enfant, que je contracte des prêts à mon propre nom,
et que je finisse par célébrer leur nouvelle maison comme si elle n'avait pas été achetée avec mon avenir. Au lieu de cela, je suis parti en voiture. Je me suis garé derrière la supérette où je travaillais parce que la caméra de sécurité me faisait me sentir plus en sécurité. J'ai repoussé le siège passager, je me suis enveloppé dans ma veste de travail et j'ai essayé de dormir. Chaque phare qui passait me faisait m'asseoir droite. Vers 2 heures du matin, un officier de police a tapé à ma fenêtre et m'a dit que je ne pouvais pas rester là pour la nuit. J'ai conduit jusqu'au parking d'une salle de sport ouverte 24 heures sur 24, mais un employé m'a demandé de partir avant le lever du soleil. À 6 heures, j'avais dormi moins d'1 heure. Je me suis lavé le visage dans les toilettes d'une station-service, j'ai attaché mes cheveux et je me suis présenté pour mon service du matin comme si de rien n'était. Mon responsable s'est plaint que j'avais l'air fatigué. Je me suis excusé. C'est devenu ma routine. Pendant la journée, je remplissais les rayons, j'encaissais les clients et je cherchais des chambres abordables. La nuit, j'alternais entre les parkings d'hôpitaux, les relais routiers et les rues calmes où j'espérais que personne ne me remarquerait. Je gardais la lettre d'acceptation dans ma boîte à gants. Certaines nuits, je l'ouvrais juste pour me rappeler qu'avant que ma famille ne réécrive mon avenir, quelqu'un avait cru que j'avais ma place à l'université. J'ai appelé le bureau d'aide financière de l'université et j'ai expliqué que mon fonds d'études avait été pris. Le conseiller était gentil mais direct. Les subventions d'urgence étaient limitées. Les logements étaient déjà attribués et les prêts privés nécessitaient un cosignataire qualifié. Ma mère a refusé de signer quoi que ce soit. Ryan a bloqué mon numéro après que je lui ai envoyé un message exigeant un remboursement. Madison a publié des photographies en ligne d'elle-même tenant des échantillons de peinture avec la légende « Notre maison pour toujours devient enfin réalité ». Mon argent avait acheté les planchers en bois dur derrière elle. Pendant 12 jours, j'ai vécu de sandwichs en promotion au travail et j'ai dormi dans ma voiture tout en essayant de créer un plan. J'ai envisagé d'abandonner complètement mon rêve d'ingénierie. Puis une cliente a remarqué les diagrammes de chaîne d'approvisionnement que j'avais dessinés au dos de feuilles d'inventaire jetées. Elle a demandé pourquoi une caissière de supérette calculait les retards de livraison et la rotation des rayons. Cette question est devenue la première ouverture dans une porte que je pensais fermer de façon permanente. La femme qui a remarqué mes diagrammes était le docteur Rebecca Hall, professeure d'ingénierie industrielle dans un collège communautaire local. J'ai reconnu son nom parce que j'avais assisté à l'un de ses ateliers d'été 2 ans plus tôt. Elle nous avait appris comment de petits changements dans l'aménagement des entrepôts pouvaient faire économiser aux entreprises des milliers d'heures de travail. En encaissant son café, j'ai admis que j'avais été accepté dans un programme d'ingénierie, mais que je n'avais plus les moyens d'y assister. J'ai évité de mentionner que je vivais dans ma voiture. Rebecca m'a observé pendant plusieurs secondes et a demandé pourquoi je calculais les livraisons du magasin. J'ai expliqué que notre lait arrivait le mardi, même si la demande du week-end vidait le réfrigérateur le dimanche soir. Pendant ce temps, les boissons énergisantes qui se vendaient lentement occupaient presque le double de l'espace de stockage dont elles avaient besoin. J'avais commencé à cartographier le schéma parce que cela me dérangeait de voir le même problème évitable se répéter chaque semaine. Rebecca m'a demandé de lui envoyer les diagrammes par courrier électronique. Cet après-midi-là, elle a répondu avec une invitation à se rencontrer. Elle m'a aidé à postuler pour une bourse de dernière minute au collège communautaire où elle enseignait et à organiser un entretien pour un poste d'inventaire de nuit chez Northline Distribution, un entrepôt régional dirigé par son ancien étudiant, Marcus Reed. La bourse couvrait la majeure partie de mes frais de scolarité, mais pas le logement. Le travail à l'entrepôt payait plus que la supérette et incluait l'accès à un vestiaire pour les employés avec des douches. Pour moi, cela semblait presque luxueux. Marcus m'a embauché après que j'ai identifié 3 inefficacités lors d'une visite des installations. La première était un processus de numérisation défectueux qui obligeait les travailleurs à saisir les numéros d'expédition 2 fois. La deuxième était le mauvais placement des produits à fort volume. La troisième était une lacune de planification qui laissait les quais de chargement vides pendant 1 heure et surpeuplait l'heure suivante. Il m'a averti que remarquer les problèmes était plus facile que de les résoudre. Je lui ai dit que je voulais avoir la chance de prouver que je pouvais faire les deux. Pendant l'année suivante, j'ai assisté aux cours de 8 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, j'ai travaillé à l'entrepôt de 4 heures de l'après-midi à minuit, et j'ai dormi partout où je pouvais. Rebecca a fini par découvrir que je vivais dans ma voiture après avoir vu des couvertures et des bacs de rangement sur le siège arrière. Je m'attendais à de la pitié. Au lieu de cela,
Elle m'a donné le numéro d'une résidence à but non lucratif pour jeunes femmes confrontées à l'instabilité du logement. La liste d'attente était longue, mais elle a appelé le directeur et m'a aidé à obtenir un lit temporaire. La chambre contenait 4 couchettes en métal et une commode partagée. Pour moi, c'était comme un palais parce que la porte se verrouillait et personne ne pouvait me forcer à sortir au milieu de la nuit. J'ai gardé ma situation de vie privée au travail. Je voulais que mes idées soient évaluées sans que personne ne revoie ses attentes à la baisse. Chez Northline, j'ai commencé à créer une feuille de calcul simple qui prédisait quels produits devaient être rapprochés des quais de chargement en fonction de la fréquence des commandes. Marcus m'a autorisé à tester le système dans une section de l'entrepôt. En 6 semaines, le temps de préparation moyen a chuté de 11%. Il m'a versé une petite prime et m'a demandé de développer le système. J'ai utilisé une partie de l'argent pour acheter un ordinateur reconditionné et le reste pour faire le premier dépôt pour une chambre louée. C'était dans le sous-sol d'une veuve âgée nommée Madame Carter, avec une fenêtre étroite et des tuyaux qui tremblaient chaque fois que quelqu'un à l'étage utilisait l'évier. Pourtant, c'était à moi. J'ai placé la montre de mon père sur la table de nuit et j'ai collé ma lettre d'acceptation à l'université au-dessus du bureau, non pas comme un symbole d'échec, mais comme la preuve qu'une opportunité volée ne devait pas devenir la version finale de ma vie. Ryan m'a contacté pour la première fois près de 14 mois après mon anniversaire. Il ne m'a pas demandé si j'étais en sécurité. Il a envoyé une photographie de la maison et a écrit « Tu devrais venir voir ce que ta contribution nous a aidé à construire ». J'ai lu le message 2 fois parce que je ne pouvais pas croire qu'il avait utilisé le mot contribution. J'ai répondu qu'une contribution nécessitait un consentement. Il m'a accusé d'être rancunière et a dit que notre mère avait le cœur brisé parce que je refusais d'assister aux réunions de famille. Quelques minutes plus tard, Diane a appelé d'un numéro différent. Elle a dit que Ryan et Madison voulaient laisser le passé derrière eux. Quand j'ai demandé quand ils prévoyaient de rembourser les 50 000 $, elle s'est mise en colère. Elle a soutenu que la maison était désormais un bien familial et que j'en bénéficierais un jour. J'ai demandé si mon nom figurait sur l'acte de propriété. Elle a dit que non. J'ai demandé si j'étais la bienvenue pour y vivre. Elle a dit que Madison avait besoin d'intimité. J'ai alors demandé comment exactement la maison me bénéficiait. Ma mère est restée silencieuse avant de dire que l'argent m'avait rendu froide. J'ai mis fin à l'appel. Cette nuit-là, au lieu de pleurer, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai travaillé jusqu'au lever du soleil sur un meilleur modèle d'inventaire. La colère m'avait autrefois fait me sentir impuissante. Maintenant, je commençais à la convertir en concentration. À la fin de ma 2e année, les coûts d'exploitation de Northline avaient suffisamment baissé pour que Marcus me demande de développer une version de mon système pour 2 entrepôts supplémentaires. Je ne comprenais pas encore que le programme que je construisais après minuit vaudrait un jour des millions. Je savais seulement que chaque ligne de code représentait quelque chose que ma famille ne pouvait pas retirer, transférer ou céder par signature. J'ai obtenu mon diplôme d'associé avec mention et j'ai été transféré dans une université d'État grâce à un programme d'articulation. Les bourses, l'aide aux frais de scolarité de l'employeur et l'argent que je gagnais chez Northline m'ont permis de continuer sans demander d'aide à ma famille. J'ai étudié l'ingénierie industrielle et l'informatique tout en perfectionnant le logiciel qui avait commencé comme une feuille de calcul. Le programme analysait les historiques de commandes, les niveaux de personnel, les modèles de trafic, les fenêtres de livraison et les emplacements de stockage. Il recommandait ensuite comment les entrepôts devaient positionner les stocks et planifier les travailleurs. Les grandes sociétés utilisaient déjà des systèmes coûteux pour effectuer des tâches similaires, mais les centres de distribution de petite et moyenne taille ne pouvaient pas se les offrir. J'ai vu une opportunité. Marcus en a vu une aussi. Il m'a offert 5 000 $ et la permission de tester le programme dans les 4 installations de Northline en échange d'un accès anticipé aux produits finis. Rebecca m'a mise en contact avec un incubateur d'entreprises universitaires qui a fourni un espace de bureau, des conseils juridiques et un mentorat. J'ai nommé l'entreprise Rootwiz System. Mon premier bureau était un placard à fourniture converti sans fenêtre et avec de la place pour 2 chaises pliantes. J'adorais ça. Pour la première fois, je créais quelque chose qui m'appartenait légalement et totalement. J'ai invité 2 camarades de classe à rejoindre le projet. Priya Shah, une programmeuse douée, et Caleb Morgan, qui comprenait les ventes mieux que nous deux. Nous travaillions les nuits et les week-ends tout en terminant nos diplômes. Notre premier client payant était un distributeur de fournitures médicales familiales qui perdait des milliers de dollars à cause de retards de livraison et de stocks égarés.
Nous ne leur avons facturé que 800 $ par mois parce que nous avions désespérément besoin d'un témoignage. En 4 mois, leurs erreurs de commande ont chuté de 27%. Ils nous ont recommandé à 2 autres entreprises. Ces références sont devenues 5 clients, puis 12, puis 30. Le succès n'est pas arrivé grâce à une percée spectaculaire. Il est venu à travers des repas manqués, des démonstrations ratées, des pannes de logiciels, des propositions rejetées et des matins où je me réveillais sur le sol du bureau avec des marques de clavier sur la joue. Il y a eu des mois où j'ai payé mes employés avant de me payer moi-même. Je conduisais la même vieille berline dans laquelle j'avais dormi parce que la remplacer semblait moins important que de maintenir l'entreprise en vie. Chaque fois que je doutais de moi-même, je me souvenais de Ryan disant que je survivrais. Il l'avait pensé comme un rejet. J'en ai fait une promesse. Pendant ces années, ma famille a observé de loin. Ma mère envoyait périodiquement des messages pour les anniversaires, les fêtes ou la famille grandissante de Ryan. Mais chaque tentative de réconciliation s'accompagnait de l'exigence que j'arrête de parler de l'argent. Elle voulait le pardon sans la responsabilité. Ryan est devenu représentant commercial régional, mais ses dépenses ont augmenté plus vite que ses revenus. Lui et Madison ont rénové la maison à plusieurs reprises, ont financé 2 véhicules et ont utilisé des cartes de crédit pour des vacances qu'ils affichaient en ligne comme preuve de succès. De l'extérieur, ils semblaient prospères. Derrière les photographies, ils empruntaient sur la maison que mon fonds d'études avait aidé à acheter. Je l'ai appris par un cousin qui supposait que je le savais déjà. Ryan avait refinancé la propriété 2 fois. Il avait également persuadé ma mère de co-signer un prêt sur la valeur domiciliaire. La révélation ne m'a pas surprise. Ryan n'avait jamais traité la maison comme une sécurité. Il l'a traitée comme une machine qui produisait plus d'argent chaque fois qu'il voulait quelque chose. 3 ans après le lancement de Rootwiz, nous avons remporté un contrat avec un distributeur national de produits alimentaires. Pour l'honorer, nous avions besoin de plus d'ingénieurs, de serveurs plus puissants et d'un capital que nous n'avions pas. Une société d'investissement a offert $1,08 million pour 40% de l'entreprise. Le chiffre était plus grand que tout ce que j'avais imaginé, mais leur contrat leur aurait permis de me remplacer en tant que directrice générale. J'ai décliné. Plusieurs conseillers ont qualifié la décision d'imprudente. Je me suis souvenu de ce que cela faisait de perdre le contrôle de l'argent destiné à mon avenir. J'ai refusé de construire un autre avenir que quelqu'un d'autre pourrait prendre par une signature. Au lieu de cela, Marcus m'a présenté à plusieurs propriétaires d'entreprises locaux qui ont investi de plus petites sommes à des conditions qui permettaient à notre équipe fondatrice de garder le contrôle. L'expansion nous a presque brisés. Nous avons manqué des échéances, perdu un employé important et passé 6 mois à corriger un défaut qui calculait mal les recommandations de personnel pendant les pics des fêtes. J'ai travaillé avec tant d'acharnement que Rebecca a fini par verrouiller mon ordinateur portable dans son bureau et m'a ordonné de dormir. Elle m'a rappelé que construire une vie que personne ne pourrait prendre ne signifiait pas me détruire dans le processus. Ces mots m'ont forcé à affronter la part de mon ambition qui venait encore de la peur. Je ne dormais plus dans ma voiture, mais émotionnellement, je continuais à vivre comme si une erreur m'y renverrait. J'ai commencé à voir un conseiller, j'ai établi des limites concernant le travail et j'ai appris qu'un succès entièrement construit sur la vengeance pouvait devenir une autre prison. Cela ne voulait pas dire oublier ce qui s'était passé. Cela signifiait refuser de laisser Ryan rester le gestionnaire invisible de chaque décision que je prenais. Au moment où j'ai eu 26 ans, Rootwiz employait 73 personnes et servait des entrepôts dans 11 États. Une société mondiale de logistique a proposé d'acheter une participation majoritaire pour $14 millions tout en permettant à notre équipe existante de continuer à diriger l'entreprise. Après des mois de négociations, nous avons accepté. Ma part après impôt a fait de moi une millionnaire. Le matin où la transaction a été conclue, je me suis assis seul dans mon bureau et j'ai regardé le dépôt sur mon écran. Je m'attendais au triomphe. Au lieu de cela, je me suis souvenu de mes 18 ans, me lavant le visage dans les toilettes d'une station-service avant le travail. J'aurais aimé pouvoir remonter le temps et dire à cette fille effrayée qu'elle y arriverait. Je savais aussi que la nouvelle finirait par parvenir à ma famille. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Ryan m'appelle moins de 48 heures plus tard. Le premier appel de Ryan est resté sans réponse. Puis sont venus un deuxième, un troisième et un message disant qu'il y avait une urgence familiale. J'ai supposé qu'il était arrivé quelque chose à notre mère, alors j'ai rappelé. Il a répondu immédiatement avec une chaleur qu'il ne m'avait pas montrée depuis 8 ans.
Petite sœur, a-t-il dit. J'ai entendu l'incroyable nouvelle. Il a loué mon intelligence, a affirmé qu'il avait toujours su que je réussirais, et a dit, papa serait fier. J'ai attendu l'urgence. Après plusieurs minutes, Ryan a expliqué que Madison et lui faisaient face à un problème financier temporaire. Son entreprise avait supprimé son poste, leurs taux hypothécaires révisables avaient augmenté et plusieurs investissements n'avaient pas été rentables. La banque avait émis un avis de saisie. À moins qu'il ne paie 186 000 $ dans les 30 jours, il perdrait la maison. La même maison achetée en partie avec mon fonds d'études volé était maintenant en danger. Ryan a dit que notre mère était dévastée parce qu'elle avait co-signé l'un des prêts et pouvait perdre ses économies de retraite. Puis il m'a demandé de couvrir le montant. Il a appelé cela un prêt relais entre frères et sœurs. J'ai demandé quelle garantie il pouvait offrir. Il a eu l'air offensé. C'est la famille, a-t-il dit. Je lui ai rappelé que la famille n'avait pas d'importance quand j'avais 18 ans et que je dormais dans une voiture. Ryan a prétendu que j'avais choisi de partir. Selon sa version réécrite de l'histoire, personne ne m'avait jeté à la rue. J'étais parti en trombe parce que j'étais têtu. Il a insisté sur le fait que les 50 000 $ n'avaient pas été volés parce que notre mère contrôlait légalement le compte. J'ai demandé si la légalité et la moralité étaient la même chose. Il a évité la question et m'a dit que Madison écoutait. Elle est intervenue dans l'appel et a pleuré. Elle a dit que leurs enfants ne devaient pas souffrir pour des décisions prises avant leur naissance. J'ai convenu que les enfants étaient innocents. Puis elle a dit que les aider prouverait que j'avais guéri. Cette phrase a révélé ce qu'ils voulaient vraiment, non pas une réconciliation, mais un sauvetage financier qui pourrait être présenté comme mon obligation morale. Je leur ai dit que je n'examinerais la situation que s'ils fournissaient chaque document lié à l'achat initial, aux refinancements ultérieurs, aux privilèges fiscaux, aux lignes de crédit et à la saisie en cours. Ryan a résisté jusqu'à ce que j'explique qu'aucun propriétaire d'entreprise compétent ne transférerait un montant à 6 chiffres sans comprendre la responsabilité. 3 jours plus tard, une pile désorganisée de fichiers électroniques est arrivée. Je les ai envoyés à mon avocate, Rachel Kim, et à un jury comptable nommé Owen Blake. Ce qu'ils ont trouvé était pire que ce que j'attendais. L'acompte initial incluait la totalité des 50 000 $ de mon compte d'études, mais les documents de clôture décrivaient l'argent comme un don de notre mère à Ryan et Madison. Ma mère avait signé une lettre de don affirmant faussement que les fonds lui appartenaient et ne nécessitaient pas de remboursement. Plus récemment, Ryan avait soumis des déclarations de revenus gonflées lors de ses demandes de refinancement. Il énumérait des commissions qu'il n'avait jamais gagnées et revendiquait la propriété d'une entreprise de conseil qui existait à peine. La signature de ma mère apparaissait sur des documents de prêt liés à une ligne de crédit sur la valeur domiciliaire dépassant 120 000 $. Quand Rachel a demandé si Diane comprenait le risque, je n'ai pas pu répondre. Il y avait aussi un privilège fiscal d'État impayé et des preuves que Ryan avait transféré de l'argent emprunté vers des comptes de crypto-monnaies spéculatifs. La maison n'était pas perdue à cause d'un licenciement malheureux. Elle s'effondrait sous des années de tromperie. Rachel m'a averti que le remboursement de l'hypothèque ne résoudrait pas le problème sous-jacent. D'autres créanciers pourraient toujours poursuivre la propriété. Elle a également souligné quelque chose d'important. Parce que les 50 000 $ initiaux avaient été transférés par le biais de fausses déclarations peu de temps avant que je n'atteigne l'âge adulte, je pourrais avoir des motifs pour une action civile contre ma mère et mon frère. La question du délai de prescription était compliquée, mais de récents aveux écrits de Ryan pouvaient potentiellement soutenir une action basée sur une fraude dissimulée. Je n'ai pas immédiatement décidé de poursuivre. Une partie de moi voulait toujours s'en aller et laisser la banque tout gérer. Puis ma mère a appelé et m'a demandé de venir dîner à la maison. Sa voix était faible et pour la première fois, elle a admis qu'elle avait peur. Elle a dit que Ryan lui avait assuré que les prêts étaient temporaires et que ses revenus les couvriraient. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas compris combien de documents elle avait signés. J'ai demandé si elle avait compris le document qui a pris mon fonds d'études. Elle s'est mise à pleurer et a dit qu'elle avait fait une terrible erreur. Je lui ai dit qu'une erreur se produisait accidentellement. Transférer 50 000 $, signer une lettre de don et me forcer à quitter la maison impliquait plusieurs choix délibérés. Diane n'a pas discuté. Elle m'a demandé de venir quand même. J'ai accepté, mais avant le dîner, j'ai demandé à Rachel de préparer une proposition. J'étais prête à empêcher ma mère de tout perdre et à protéger les enfants de Ryan d'un déplacement immédiat. Cependant, je n'allais pas donner d'argent comptant à Ryan ni effacer ses conséquences.
La solution exigerait de lui qu'il abandonne le contrôle de l'actif qu'il m'avait volé pour l'obtenir. 8 ans plus tôt, Ryan avait supposé que j'étais impuissante parce que je n'avais pas d'argent, pas de maison et aucun adulte prêt à me défendre. Cette fois, j'entrerai dans sa maison avec une équipe juridique, des dossiers vérifiés et la capacité de décider si elle survivrait. La maison ressemblait exactement aux photographies de Madison. Comptoir en pierre, armoire sur mesure, meubles surdimensionnés encadrés, et un escalier poli au-dessus de l'entrée. Ce que les photos ne montraient jamais, c'étaient les avis de retard cachés dans les tiroirs ou les prêts attachés à presque chaque rénovation. Ma mère m'a serré dans ses bras à la porte. Ryan se tenait derrière elle, affichant le sourire tendu d'un vendeur désespéré de conclure une affaire. Madison avait préparé un dîner élaboré et avait demandé aux enfants de m'appeler tante Helena, bien qu'ils me connaissaient à peine. Je n'ai apporté aucun cadeau et n'ai fait aucune promesse. Après que les enfants soient montés à l'étage, Ryan a commencé sa présentation. Il a blâmé son licenciement, la hausse des taux d'intérêt et le mauvais timing. Selon lui, 186 000 $ stabiliserait tout. Quand j'ai demandé comment il prévoyait de me rembourser, il a proposé des paiements mensuels après avoir obtenu un autre poste de direction. Le rapport d'Owen montrait qu'il n'en avait jamais occupé. J'ai placé un dossier sur la table contenant les dettes, les privilèges fiscaux, les fausses déclarations de revenus et les transferts cachés. Madison m'a accusé d'envahir leur vie privée. Je lui ai rappelé qu'il m'avait envoyé les dossiers parce qu'il voulait mon argent. Ma mère a regardé les chiffres sous le choc. La ligne de crédit sur la valeur domiciliaire portant sa signature avait dépassé les 137 000 $. Ryan a qualifié cela de gérable. J'ai posé des questions sur les revenus de conseil inexistants qu'il avait déclarés au prêteur. Il a appelé cela une erreur comptable. J'ai posé des questions sur les transferts de crypto-monnaies. Il a dit que c'était des investissements pour la famille. Puis je lui ai montré un message qu'il avait envoyé à un ami. Je peux doubler la valeur nette de maman avant que quiconque ne le remarque. Diane a couvert sa bouche. Ryan a exigé de savoir où j'avais trouvé cela. Owen avait découvert le message à l'intérieur des fichiers fournis par Ryan. Je leur ai dit que je ne paierais pas le solde en souffrance, que je n'offrirais pas de prêt privé et que je ne laisserais pas ma mère attachée à leurs dettes. J'avais cependant une solution. Une société à responsabilité limitée sous mon contrôle négocierait une vente à découvert avec le prêteur et achèterait la propriété. La dette garantie de ma mère serait réglée par la transaction. Ryan et Madison pourraient rester pendant 6 mois avec un bail formel pendant qu'ils trouveraient un logement abordable. En retour, ils renonceraient à la propriété, reconnaîtraient que mon fonds d'études avait été pris sans mon consentement, coopéreraient à l'enquête du prêteur et renonceraient à toute réclamation future sur la propriété. Tout recouvrement restant lié aux 50 000 $ initiaux serait placé dans des fiducies d'études pour leurs enfants. Ryan m'a regardé. « Tu veux voler ma maison? Tu as utilisé mon avenir pour l'acheter. » J'ai répondu, « Je t'offre plus de miséricorde que tu ne m'en as offert. » Il a crié que la propriété appartenait à sa famille. J'ai demandé si j'étais de la famille quand je dormais dans ma voiture. Madison m'a accusé de punir les enfants. J'ai montré du doigt le bail de 6 mois et les fiducies d'études. Vos enfants sont les seules personnes ici que je protège sans condition. Ryan a déchiré la proposition en deux. Il a dit qu'il trouverait un autre investisseur et qu'aucune banque ne me vendrait sa maison. J'ai expliqué que le prêteur avait déjà examiné notre offre préliminaire. Parce que la saisie serait coûteuse et que la propriété faisait l'objet de plusieurs réclamations, la banque était disposée à négocier. Il avait 72 heures. Ma mère l'a supplié de signer. Ryan a refusé et m'a ordonné de sortir. Avant de me lever, j'ai placé un autre document sur la table, un projet de plainte civile concernant le vol de mon fonds d'études. Il n'avait pas été déposé. Je lui ai dit que je préférais un règlement à un litige, mais que je ne le protégerais plus des conséquences. Ryan m'a accusé de chantage. Rachel, qui s'était jointe par appel vidéo, a expliqué qu'une offre de règlement légal n'était pas du chantage. Puis Ryan a fait l'erreur qui a détruit la dernière sympathie que j'avais pour lui. Il a regardé notre mère et a dit qu'elle devait prendre le blâme parce qu'elle avait autorisé le transfert. Diane l'a regardé, voyant enfin qu'il la sacrifierait tout aussi facilement qu'il m'avait sacrifié. Elle s'est levée, a marché jusqu'au comptoir et a signé la reconnaissance confirmant que les 50 000 $ avaient été utilisés pour la compte de Ryan sans mon consentement. Ryan l'a traitée de traîtresse.
Non, a-t-elle répondu. Je suis devenue une traîtresse il y a 8 ans quand je t'ai choisi à sa place. Le lendemain matin, Madison a contacté mon avocate en privé. Elle avait découvert 2 cartes de crédit ouvertes à son nom et plus de 40 000 $ de dettes cachées. Elle a accepté de coopérer si le bail de 6 mois restait disponible pour elle et les enfants. Dans les 3 jours, Ryan n'avait plus aucune défense. Il a signé. 6 semaines plus tard, le prêteur a approuvé la vente à découvert. Mon entreprise a acquis la propriété à un prix reflétant ses dettes et ses complications juridiques. L'exposition de Diane a été réduite grâce à un règlement en partie financé par un compte d'investissement qu'elle a vendu. Ryan et Madison se sont séparés peu de temps après. Madison a déménagé avec les enfants dans une location plus petite et a trouvé un travail à temps plein. Ryan a fait l'objet d'une enquête pour fraude à la demande de prêt hypothécaire. Il a évité la prison grâce à un accord de plaidoyer exigeant une restitution, une probation et des rapports financiers stricts, mais sa réputation professionnelle s'est effondrée. Je n'ai pas publié les documents publiquement. La vérité est parvenue aux personnes qui en avaient besoin, la banque, les avocats, les régulateurs et les parents qui l'avaient manipulé. Le dernier jour de son occupation, Ryan s'est tenu dans le salon vide et a demandé si prendre la maison me faisait me sentir puissante. La maison n'a jamais été le but, lui ai-je dit. Tu as confondu ma vulnérabilité avec une faiblesse permanente. Je n'étais pas revenu pour le rendre sans abri. J'étais revenu pour l'empêcher d'utiliser l'avenir d'autres personnes pour se protéger. Quand il m'a remis les clés, je me suis souvenu de ma mère prenant les miennes le jour de mon 18e anniversaire. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à la clôture d'une dette qui était restée impayée pendant 8 ans. Je n'ai jamais emménagé dans la maison de Ryan. Y vivre aurait lié mon avenir à la pire nuit de mon passé. Au lieu de cela, je l'ai modestement rénové et je l'ai transféré à une fondation de logement à but non lucratif que j'ai créée avec Rebecca et Marcus. La fondation fournit un logement temporaire, une aide au transport et des bourses techniques aux jeunes adultes qui perdent le soutien de leur famille tout en poursuivant des études ou une formation professionnelle. Nous l'avons nommé l'initiative Thomas Brooks en l'honneur de mon père. Le premier étage est devenu un espace de vie partagé. Les chambres abritaient de jeunes femmes entre 18 et 24 ans, et le garage est devenu un laboratoire informatique. La salle à manger où Ryan m'avait autrefois demandé 186 000 $ est devenue une salle de classe pour la budgétisation, le codage, la rédaction de CV et les droits des locataires. Je n'ai pas effacé ce qui s'était passé dans cette maison. J'ai changé ce que la maison était autorisée à signifier. La première résidente était une étudiante en soins infirmiers de 19 ans dont les parents l'avaient expulsée après qu'elle eût rejeté la carrière qu'ils avaient choisie pour elle. Une autre était une employée d'entrepôt étudiant l'ingénierie électrique le soir. Quand j'ai vu leur lettre d'acceptation collée au-dessus de leur bureau, je me suis souvenu de la lettre que j'avais autrefois collée au-dessus de mon lit en sous-sol. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que renverser la situation signifiait vraiment. Ce n'était pas regarder Ryan perdre la propriété. C'était transformer une maison construite avec une opportunité volée en une source d'opportunité pour les autres. Ma relation avec ma mère reste compliquée. Diane a commencé une thérapie, a vendu sa maison et a emménagé dans un appartement qu'elle pouvait s'offrir sans aide. Elle s'est excusée sans exiger un pardon immédiat et a cessé de défendre Ryan. Finalement, elle a commencé à faire du bénévolat à la fondation. Je l'ai permis, mais je n'ai pas laissé sa culpabilité devenir le centre de ma guérison. Nous nous rencontrons occasionnellement. Certaines conversations sont chaleureuses, d'autres restent inconfortables. Le pardon, j'ai appris, n'est pas une porte qui s'ouvre une fois et reste ouverte. C'est une limite que vous évaluez à plusieurs reprises. J'ai suffisamment pardonné à ma mère pour cesser de porter ses choix en moi. Je n'ai pas restauré la confiance qu'elle avait autrefois. Ryan et moi n'avons presque aucune relation. Pendant sa probation, il a travaillé pour une société de location d'équipements et a vécu dans un appartement modeste. Pendant un certain temps, il a envoyé des messages m'accusant de ruiner sa vie. Je n'ai répondu qu'une seule fois. Je lui ai dit que perdre une maison qu'il n'avait pas les moyens de se payer n'était pas la même chose que de perdre une vie. Ses enfants avaient toujours un logement, des fiducies d'études et 2 parents qui les aimaient. À 18 ans, je n'avais reçu aucune de ces protections de sa part. Madison a suivi des cours d'éducation financière et a commencé à rebâtir son crédit. Nous ne sommes pas amis, mais elle envoie des relevés annuels confirmant que les fonds d'études des enfants restent intacts. J'apprécie cela plus que n'importe quelle excuse.
Rootwiz a continué de croître. Je suis restée directrice générale pendant 3 années supplémentaires avant de passer à un rôle au sein du conseil d'administration. L'entreprise aide désormais des centaines de moyennes entreprises à réduire les déchets, à améliorer les systèmes de livraison et à créer des horaires d'entrepôt plus sûrs. J'investis également dans des fondateurs avec des idées fortes, mais sans famille riche ni connexion puissante. Chaque fois que possible, je leur pose la même question que Rebecca m'a posée un jour. Quel problème remarquez-vous que tout le monde a accepté? Je possède toujours la vieille berline dans laquelle j'ai dormi. Elle ne roule plus, mais je la garde à l'intérieur du centre de formation de la fondation, pas comme un trophée. Et non pas pour suggérer que la souffrance crée automatiquement le succès. Beaucoup de gens endurent des épreuves sans recevoir le mentorat, l'opportunité ou la chance qui m'ont aidé. Je garde la voiture parce que la survie ne devrait jamais être romantisée. Aucun jeune de 18 ans ne devrait avoir à dormir dans un véhicule pour prouver sa détermination. Aucun parent ne devrait appeler une voiture une maison simplement pour excuser l'abandon d'un enfant. Mon succès ne rend pas ce qui s'est passé acceptable. Il me donne les ressources pour empêcher que cela n'arrive à quelqu'un d'autre. Je ne définis plus la vengeance comme le fait de détruire les personnes qui m'ont blessé. La destruction aurait été facile une fois que j'avais l'argent, les preuves et le pouvoir. La tâche la plus difficile a été d'utiliser ces choses sans devenir cruel. J'aurais pu autoriser la saisie, poursuivre tout le monde publiquement ou exposer chaque détail humiliant en ligne. Cela aurait pu m'attirer des applaudissements, mais cela aurait aussi fait du mal à des enfants qui n'avaient pris aucune part au vol de mon fonds. Le vrai pouvoir était de concevoir les conséquences avec soin. Ryan a perdu la maison, son accès au crédit facile, sa fausse image professionnelle et sa capacité à manipuler les finances de notre mère. Ma mère a dû reconnaître ce qu'elle avait fait et reconstruire sa vie honnêtement. Madison a été forcée d'affronter le coup d'avoir ignoré des signes d'avertissement évidents. Les enfants ont reçu une protection au lieu d'une punition. Et j'ai récupéré quelque chose de plus précieux que 50 000 $. Le droit de définir ma propre histoire. Mon père m'a dit un jour de construire une vie que personne ne pourrait m'enlever. Pendant des années, je pensais qu'il parlait d'argent, de propriété ou de succès professionnel. Maintenant, je comprends qu'il parlait de jugement, de connaissance, de respect de soi et du courage de quitter des systèmes qui survivent en exploitant votre obéissance. L'argent m'a donné des options quand je suis retourné dans cette maison. L'éducation m'a aidé à les reconnaître. Le mentorat m'a donné accès à celles-ci. Les limites m'ont donné la force de les utiliser. Voici donc la leçon que je partagerai avec quiconque dont la famille traite la loyauté comme une permission de les exploiter. Être apparenté à quelqu'un ne lui donne pas la propriété de votre avenir. Aider la famille devrait venir du consentement, pas de la coercition. Le sacrifice n'a de sens que lorsque la personne qui le fait est autorisée à choisir. Vous pouvez pardonner sans restaurer l'accès. Vous pouvez vous soucier de quelqu'un sans financer son irresponsabilité. Vous pouvez protéger des parents innocents tout en tenant la personne qui vous a blessé pour responsable. Parfois, la réponse la plus forte n'est pas de reprendre exactement ce qui a été volé. C'est de construire quelque chose de plus grand, de plus sûr et de plus utile à la place. Le jour de mon 18e anniversaire, j'ai perdu 50 000 $, ma maison et la conviction que ma famille me protégerait toujours. Des années plus tard, j'ai gagné une entreprise, l'indépendance financière, une communauté et le pouvoir de protéger des jeunes confrontés à la même trahison. Ryan croyait qu'il avait pris mon seul chemin vers l'avant. En réalité, il m'a forcé à découvrir que mon avenir n'avait jamais existé à l'intérieur d'un seul compte bancaire. Il existait dans ce que je pouvais apprendre, ce que je pouvais construire et ce que je refusais d'abandonner. Parfois tout change parce que quelqu'un revient pour se venger. Dans mon cas, tout a changé parce que je suis revenu avec des preuves, des limites et un meilleur objectif pour la maison qu'ils avaient achetée avec mon rêve volé. Nous remercions chaque spectateur qui est resté pour définir un moment. Toutes les situations de l'histoire sont fictives et créées uniquement à des fins éducatives ou de divertissement. Nous espérons que cela vous rappelle que lorsque quelqu'un ne vous respecte qu'après avoir subi des conséquences, ce respect est peut-être arrivé trop tard pour mériter une autre chance. Le vrai changement se manifeste par des actions constantes, et non par des regrets temporaires lorsque quelqu'un réalise qu'il ne peut plus profiter de votre patience.